Bien, bonjour à tous, Christian Montillot de la société Quartz Insight. On va encore patienter une minute ou deux, histoire que tout le monde ait le temps de se connecter. Et nous démarrerons le webinaire à l'issue de cette petite pause. Bon, on va démarrer. Bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire autour des solutions Oracle Business Service et notamment Flexible Engine. Et le thématique du jour est d'appréhender le déploiement des solutions Oracle EPM on-premise vers une offre d'infrastructure IaaS que propose Orange et qui nous paraît tout à fait pertinente dans le contexte multiples opérateurs internationaux ou même français. Donc, il était intéressant de faire un petit peu le tour du paysage et pourquoi nous, Quartz Insight, nous sommes intéressés également à Orange dans le contexte de différentes entreprises françaises, européennes. Donc, on va essayer de voir avec vous tous les avantages que nous avons pu identifier autour des offres proposées par Orange Business Service et sa solution Flexible Engine. Donc, Christian Montillot, fondateur et gérant de la société Quartz Insight. Je serai accompagné de Gaël Roustan, qui est notre directeur technique chez Quartz Insight. Il parlera. Bonjour à tous. Parlera pas mal sur toute la partie Flexible Engine et sa partie technique. On aura également Monsieur Emmanuel Bianchi, qui est le responsable des partenaires et qui pourra répondre à quelques questions peut-être plus commerciales ou d'organisation générale. Et enfin, bonjour. On aura également Monsieur Daoudi Ahmed, qui est un cloud architecte des solutions OBS et qui pourra répondre de façon très pointue à les questions que vous pourriez avoir. Bonjour. Slide suivant. Donc, le thème qu'on vous propose, c'est rapidement, on va se présenter, on va exposer un petit peu les raisons du choix et de la solution Orange Flexible Engine et comment on doit considérer finalement la migration d'un projet Oracle PM on-premise vers des solutions IaaS et tout particulièrement dans le contexte de Flexible Engine. On verra ce que c'est que le principe de lift and shift. C'est quelque chose que l'on a vu et que l'on entend beaucoup parler. Nous, au cours de nos projets, de nos expériences, nous avons pu implémenter cette méthodologie projet et donc on va partager avec vous globalement comment ça fonctionne et surtout dans la phase d'optimisation, comment on va travailler avec cette notion de lift and shift. On va regarder comment la solution Oracle PM s'intègre dans cette solution Flexible Engine d'un point de vue IaaS. Donc, nos connaissances intrinsèques en termes d'infrastructure des deux mondes eh bien, nous permet de dire voilà comment ça match et quels sont les pièges à éviter. On va regarder également comment on va pouvoir maintenir cette plateforme autour de l'Oracle PM on-premise dans le IaaS. Et c'est très important parce que les run procedures, toutes les procédures d'exploitation, de monitoring et de suivi, c'est qui est un élément clé du bon fonctionnement. Et on va voir là également toutes les solutions qui sont proposées nativement dans l'offre Flexible Engine, celles que l'on peut utiliser traditionnellement ou celles qui sont proposées nativement. Et donc là, c'est l'intégration de plus en plus avancée dans les solutions cloud. Donc la partie optimisation, moi j'ai évoqué, et on parlera à la fin les clés de facteurs de succès que nous avons rencontrés au cours de nos projets qui sont importants pour réussir ce type de transformation du on-prem dans une plateforme IaaS telle que Flexible Engine le propose. Donc, qui sommes-nous Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, Quartz Insight, je vous laisserai aller sur notre site internet. L'objectif, c'est pas de vous polluer avec ça.
vous avez déjà quelques éléments intéressants autour de notre site internet, mais on va focaliser sur 3 points essentiels. Notre expertise qui est reconnue aujourd'hui sur le marché sur la partie Oracle EPM. Nous avons plus de 20 ans d'expertise sur le sujet, que ce soit sur les solutions applicatives ou sur les solutions infrastructure. Donc on fait souvent appel à nous sur des problématiques d'architecture, d'accompagnement des DSI, des audits, de l'optimisation, de la performance, des projets de migration ou de transformation digitale, avec notamment des projets de migration du on-prem vers le IaaS. On a une approche qui est très partenaire. D'ailleurs, dans la salle, nous avons quelques-uns des partenaires qui sont présents, avec qui nous travaillons très régulièrement. Et cette approche partenaire est très importante. On est issu des éditeurs de logiciels. On a eu cette approche de culture de partenariat. Et on veut rendre toute la lettre de noblesse à cette notion de partenaire. On vient aider au service du client nos partenaires, nos clients, pour le succès d'implémentation de leurs différents projets Oracle EPM, on-prem ou cloud, et les transformations qui sont associées. Bon, la partie management, je vais passer un petit peu, c'est un peu classique, l'accompagnement AMOA, AMOE, chef de projet. Et le dernier point qui est important pour nous, c'est notre côté éditeur de logiciels avec cet aspect vision. Et on va en parler juste dans la slide d'après. Et enfin, troisième, dernier élément qui est en bas à gauche, qui est un petit peu des tampons, mais c'est intéressant que vous soyez au courant, au-delà d'être un simple partenaire Oracle. Nous sommes également membres de la communauté Odetug. Et ça fait 2 ans de suite que nous faisons partie pour le CASCOP du membre du jury, en tant que membre du jury, de sélection des formations Oracle PM Infrastructure pour ces événements, qui est le plus grand événement mondial de regroupement de consultants Oracle EPM, 7000 participants en moyenne par an. Et donc, nous sommes fiers de participer à la sélection des formations qui sont proposées. Et d'ailleurs, cette année, nous avons fait une présentation également au CASCOP 20. On peut passer au slide suivant. Donc, sur cette partie vision, donc on a les slides de gauche, le pavé de gauche et le pavé de droite, qui sont les éléments un petit peu traditionnels, formation et conseil. Ce qui est important pour nous, c'est d'un peu plus appuyer sur la partie solution, avec notre volonté de développer des solutions innovantes autour de la performance, de la digitalisation du poste de travail. Certains d'entre vous, on en a entendu parler autour de Keybase, qui est le produit en bas à droite que nous avons. Nous avons également des méthodologies et des solutions d'accélération de migration vers le cloud. C'est notamment notre robot de test applicatif qui s'appelle Kima. Sur les performances, on a évidemment la partie Kilt pour Quartin Cycle Testing, mais on a également ESS Mark qui est une solution unique de benchmarking de SBase dans des conditions réelles, qui va de la partie simplement construction de cubes, calcul, load data, etc., ça, jusqu'à simuler des smart views depuis un poste de travail en étant en autonomie, et qui est un outil particulièrement adapté à l'aide au choix de la plateforme cloud cible. Donc, si vous voulez benchmarker différentes solutions cloud, il n'y a rien de plus simple. SSMark le fait très bien, et nous avons déjà une base de données assez étoffée de comparaison. On peut passer sur les slides suivants. Donc, pourquoi aller dans le IaaS? Pourquoi ce webinaire? D'abord, quand on intervient sur les contextes clients, on a pléthore de solutions cloud qui sont proposées dans le système d'information du client. Mais toutes les solutions ou les applications ne sont pas encore parties dans le cloud ou ne sont pas candidates à le faire pour différentes questions, problématiques juridiques, de confidentialité, etc. Donc, on est dans un monde assez hybride. Néanmoins, si on clique, on a quelques éléments. Est-ce que tu peux cliquer, Gaël? Voilà. On a quelques éléments qui sont en cours de mutation. C'est toute la partie business intelligence, la partie EPM et les custom développement qu'on en a fait en local. Qu'est-ce qu'on en fait si on veut aller dans le cloud? Parce qu'on a des clients qui abandonnent leur data center, entre guillemets, pour partir dans le cloud. Et là, on a les solutions IaaS. Et Orange Business Service nous propose une solution qui est assez intéressante autour de Flexible Engine. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui. Next. Pourquoi
Orange Business Service, ce qui nous a paru assez pertinent, c'est que en France, on entend peu parler d'Orange et pourtant c'est le leader. C'est aussi simple que ça. Et quand on travaille avec nos clients et nos partenaires du monde Oracle PM en France, on parle souvent des autres providers de IaaS ou de PaaS, Oracle lui-même, et on oublie et on n'en parle pas du tout de Orange. Et nous, ça nous a paru quelque peu surprenant parce que Orange aujourd'hui est le leader, a des infrastructures reconnues, à la fois réseau, mais également en termes de data center. C'est un énorme player historique sur ces aspects-là. Et ça nous paraissait très, très, très intéressant de rendre des lettres de noblesse à Orange sur ces aspects. Donc, voilà la raison principale pourquoi on s'est associé à Orange en tant que partenaire pour promouvoir leurs solutions. On voit que au premier au niveau des rangs des fournisseurs de services dans le cloud managé, donc au même titre que Capgemini, qui sont quand même des énormes structures, ou de Devoteam, on voit la répartition de parts de marché en France. Donc c'est quand même intéressant de le spécifier. On n'a pas que le cloud, on a aussi cette partie offre managée qui fait que Orange Business Service n'est pas juste un provider d'infrastructure, mais c'est aussi un provider de services qui permet d'accompagner totalement vos infrastructures dans le cloud et donc de proposer un service de qualité. C'est ça qui était aussi important de souligner pour nous. Next slide. Là, on vous a présenté une petite carte de déploiement géographique des différents data centers. Alors là, en l'occurrence, c'est des alliances que Orange réalise à travers le monde, permettant d'adresser des data centers répartis géographiquement à travers le monde. Donc, on a surtout un très, très gros partenaire avec Huawei qui permet d'adresser notamment toute l'Asie et la Russie. Mais on a Telefonica pour toute l'Amérique du Sud, T-Systems pour la partie Allemagne, et évidemment, Orange a ses propres data centers aux États-Unis, mais également en France et à Amsterdam. Next slide. Donc là, on a un petit peu les data centers qui sont répartis à travers le monde. Je vous invite à la comparer avec Amazon, par exemple, et vous verrez que la différence n'est pas significative. Donc, on a une offre de cloud et de distribution à travers le monde qui est très intéressante, notamment pour des clients qui sont distribués multi-régions, donc qui ont des DSI assez larges. Donc, Orange est capable de les accompagner sur les différents continents et ça, c'est quand même assez intéressant. Next slide. Sur Paris, alors là, c'est là où ça m'intéresse plus particulièrement. Sur Paris, nous avons 3 data centers qui sont très proches les uns des autres, avec des taux de garantie de communication inter-data center de l'ordre de 2 millisecondes, ce qui est très très faible, 2 millisecondes garantie, ce qui nous permet d'avoir notamment des capacités de DRP très importantes et de synchronisation. Vous avez à droite évidemment le partenaire le fort qui est Equinix avec Orange, et vous avez toutes les certifications qui sont proposées par chacun des data centers. Voilà, on retrouve les certifications assez classiques dans le monde du cloud IaaS ou de l'infogérance d'une façon générale, hein, c'est historique. Donc on peut passer. On voulait insister sur quelques éléments de nomenclature, de vocabulaire qui seront utilisés tout au long de cette présentation et de ce webinaire. Donc, ce sont des points clés, des concepts qui est important d'appréhender. Et le premier, c'est la notion de région. Donc, la définition de région, c'est un ensemble de mini data centers qui sont couverts au sein d'une région. C'est l'élément central, c'est la première chose que vous allez sélectionner, c'est la région dans laquelle vous allez déposer votre solution. Cette notion de région, c'est l'Europe, c'est la France, c'est un pays en particulier. Cette région est constituée d'availability zones, d'AZ. Ces availability zones, vous pouvez en avoir plusieurs par région qui vont assurer notamment le failover entre les availability zones, et qui permet d'avoir un niveau de continuité de service qui est très 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 élevé. Donc là, c'est la notion de plutôt data center. Ensuite, on a la notion de ECS. La notion d'ECS, c'est l'infrastructure elle-même, c'est le choix des ordinateurs, c'est le choix du compute. Donc, c'est là où vous allez choisir le type de serveur avec leur spécificité, dont on verra un petit peu plus tard
à quoi correspondent ces spécificités, mais vous allez choisir le nombre de CPU, de mémoire ou de spécifications disques. Vous avez la notion de VPC pour le Virtual Private Cloud. C'est du network virtuel qui est très important de définir et qui va permettre de construire toute votre sécurité informatique en termes de communication et de filtrage réseau. Donc ça permet d'avoir un découpage assez intéressant, c'est l'équivalent du VLAN. Ensuite, on a le VPC peering qui est en fait toutes les règles de communication entre les différents VPC que vous avez créés, et le VPC peering permet notamment de réaliser du WAF, c'est-à-dire du firewall, et donc c'est tous les flux de communication entre les différents VPC. Et enfin, on a la notion de security group qui est là et l'élément le plus fin de la sécurité au travers du réseau, dans lequel vous allez définir vraiment les protocoles de communication autorisés, les flux d'ouverture entre les différentes VPC distribuées au niveau des différentes AZ. Donc, ce qui nous donne de façon très schématique le choix d'une région. Dans cette région, on a des multizones qui correspondent à des data centers physiques éloignés entre eux par une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de kilomètres. Et vous allez définir à l'intérieur des différents VPC qui peuvent être mono AZ ou multi AZ, et ensuite les flèches rouges qui sont les VPC peering, permettant les protocoles de communication entre ces différents VPC. Next slide. Alors, lors d'un projet, si vous décidez de migrer vers une infrastructure IaaS, du on-prem vers le IaaS, et dans le cadre de Flexible Engine, la première des choses que vous allez faire, c'est bien évidemment d'identifier dans quelle région vous allez déposer l'ensemble de vos applicatifs. Donc, c'est la première chose. Et ce qui sera intéressant lors du choix de cette région, c'est de définir si vous allez être mono AZ ou multi AZ. Ça va impacter indirectement votre architecture derrière qu'on va déterminer en termes de network, etc., mais également la solution de DRP que vous pourrez faire. Alors, vous pourrez revenir dessus à tout moment, mais ça peut avoir un impact dans le design de l'infrastructure générale. Ensuite, on va créer les tenantes et les accounts OBS, donc les tenantes qui vont permettre justement de déterminer de différencier un petit peu, je dirais, les différentes zones de travail de vos applicatifs. Vous pouvez faire un tenant global à l'infrastructure de votre entreprise, ou vous pouvez faire du multi-tenant parce que vous avez décidé de faire des tenantes dédiées à des infrastructures techniques et d'autres à des applicatifs de façon dédiée. Ensuite, vous allez définir vos VPC. Très important également par rapport à l'architecture générale, c'est comment je définis mes VPC, comment je définis ma sécurité réseau. Le prochain point qui est plutôt, une fois qu'on a déterminé ça, la définition. Alors ça peut se faire en parallèle, le 3 et 4 peuvent se faire en parallèle, c'est la définition du choix des infrastructures qui vont être adossées à Oracle PM on-prem. Donc c'est là où vous allez déterminer l'ensemble de votre architecture technique avec le choix des types de machines, le choix de la base de données, si c'est du RDS ou pas du RDS, c'est-à-dire avec du on-prem, avec BYOL, Bring Your Own License pour la partie base de données. Puis vous allez déterminer le groupe de sécurité, les sécurité groupes, et avec tout ça, vous avez défini votre architecture. Mais ce qui est important, c'est de ne pas oublier qu'en parallèle, il faudra préparer les protocoles, les flux de communication vers la région et les data centers et les AZ de Flexible Engine. Si vous ne faites pas ça, si vous n'anticipez pas ce point, vous risquez de vous retrouver avec un projet qui fonctionne parfaitement au niveau technique au sein des AZ avec de très très bonnes performances. Mais par contre, d'un point de vue utilisateur finaux, la communication et les temps de réponse pour se connecter vers les data centers peuvent être pas au top. Donc là, Orange, toute sa force en tant que provider de réseau, historique et avec ses propres infrastructures, vous avez une panoplie de solutions qui sont proposées pour optimiser ou garantir des trafics qui sont très très importantes
Et ça, c'est quelque chose qui est à étudier dès le départ en fonction de vos besoins applicatifs. Donc, il ne faut pas l'occulter, il faut le prendre dès le départ du projet. Next. Donc, pour synthétiser un petit peu, on a cette notion de réseau qui, avec vos différentes business units, votre cœur réseau qui vous permet de se communiquer chez OBS, dans lequel vous avez créé un tenant, un account, et à l'intérieur, au sein d'un VPC, ben voilà, et vous avez vos différentes applications ou zones d'application, et vous allez travailler sur un mono VPC, mais avec le VPC, les security group, vous allez pouvoir gérer les protocoles de communication. Nous ne sommes pas favorables à cette solution. Nous préférons cette solution-ci qui, elle, permettra notamment au sein d'un tenant de distinguer en termes de VPC, donc au niveau des tenantes et au niveau des VPC, des environnements ou des applications, ce qui va permettre de simplifier très sensiblement la sécurité réseau que vous allez mettre en place à travers les VPC peering et à travers les security groups. Donc, la première solution qui est tout à fait faisable, qui est la basique, et peut-être bien pour mono-application, mais si vous avez un choix de migrer vers le IaaS et notamment Flexible Engine de façon plus importante, eh bien, nous proposons ce type d'architecture en termes de découpage qui sera bien plus efficace par la suite en termes de maintenance. Voilà un exemple, un autre exemple. Au sein d'une région, on est multi-AZ. On peut avoir des VPC qui sont des VPC d'ordre technique. Par exemple, dans une couche technique, on va avoir tout ce qui est le load balancing et les WAF. Par exemple, dans une autre partie IT shared, on va avoir par exemple les AD ou tous les outils d'authentification forte. Par exemple, vos DNS, ou je ne sais pas, vos serveurs de messagerie, vos serveurs d'impression, etc. Donc, ce sont toutes les couches transverses, le backbone IT que vous pouvez mettre en transverse sur les différentes availability zones que vous aurez choisies, et ce sont des VPC dédiés. Et à côté, vous allez, par exemple, dédier des VPC au type d'application, un pour EPM, un pour le RP, un pour la BI, et puis vous décidez un petit peu où est-ce que vous les positionnez de façon à exploiter au mieux les différentes zones de disponibilité, les différents data centers pour une meilleure performance possible. Mais au-delà de la performance, c'est la notion d'availability qui est importante. Et on voit qu'entre ces différentes availability, on a un système de communication, d'échange de données via des file systems qui sont proposés, communément appelés S3 dans le monde du IaaS, mais dans le cas de Flexible Engine, c'est un nom tout spécifique dont on verra en parallèle. Et à gauche, vous avez plutôt votre data center à vous, votre cœur réseau. Et là, ce qui est important de voir, c'est que vous allez établir une communication vers cette région. Nous recommandons d'avoir une communication double, à la fois pour répartir, mais pour sécuriser si toutefois il y avait une communication qui tombe. Donc, il y a des clients qui sont parfois en communication unique, avec un lien unique. Bon, là, Orange peut vous proposer différentes solutions pour accompagner cette notion de disponibilité et de sécurisation des trafics réseau. Next slide. Et c'est moi qui vais reprendre la main. Exactement. Yes. Et nous allons, maintenant que vous avez une vision globale de tout ce que propose Orange, les différents concepts qui sont liés à la notion de IaaS, on va maintenant parler un petit peu de méthode sur la partie projet et comment passer de votre plateforme on-premise à une plateforme cloud. Donc la méthode que l'on préconise, c'est ce qu'on appelle du lift and shift. C'est-à-dire que dans un premier temps, on ne va pas tout de suite essayer de tout utiliser, de tout ce qu'offre le cloud. On va en premier reprendre l'infrastructure telle qu'elle est aujourd'hui sur votre socle on-premise et on va l'appliquer avec les composants proposés par Orange sur la partie IaaS.
Donc, c'est-à-dire que vous allez reprendre le même sizing des machines, le même découpage de l'architecture que vous aviez pu faire, etc. L'idée derrière cette manière de faire, cette première étape, c'est de minimiser l'impact sur les applications, minimiser le risque et bien sûr accélérer la transition vers le IaaS, puisque vous n'allez pas tout de suite essayer de profiter d'utiliser les nouveautés, mais on va simplement, dans un premier temps, déplacer à l'identique vos services. Et une fois que vous avez fait ce déplacement-là, que tout est opérationnel, là, on peut passer à la deuxième étape qui est ce qu'on appelle le shift. C'est-à-dire qu'on va essayer au maximum, avec ce que nous permet l'applicatif, hein, de profiter de l'ensemble des services offerts par Orange sur la partie cloud pour être le plus cloud-friendly, comme on dit. Donc utiliser vraiment tous les services offerts nativement par le provider. Donc notamment, ça va être, pourquoi pas utiliser toute la partie déploiement élastique. On y rentrera un peu plus dans le détail, mais ça va être profiter du provisioning à chaud en fonction de la charge, etc. Également tout ce qui est monitoring, et puis bien sûr, ça vous permettra, in fine, d'optimiser l'ensemble des coûts de votre plateforme, puisqu'il est à parier que si vous restez avec la plateforme que vous aurez obtenue à la suite de la première étape du lift, ça vous coûtera beaucoup trop cher dans le temps. C'est pour ça qu'il y a cette deuxième étape de shift là à faire, puisque c'est aussi une optimisation des coûts pour être en accord avec toute la partie pricing, tarification que peut proposer le cloud. Un petit mot bien sûr, voilà, effectivement sur la partie on-premise, donc on a toujours ce double type de dépenses, hein, CAPEX, OPEX. En revanche, sur la partie cloud, avec tous les services que vous pourrez utiliser, on sera principalement sur de l'OPEX, donc il n'y a pas du tout d'acquisition, hein, ça reste de la location, sauf éventuellement pour la partie licence de l'applicatif ou de composants tiers que vous serez amené à acquérir. Maintenant, en ce qui concerne, pour rentrer un peu plus dans le détail, là c'était générique, hein, c'est valable en quel que soit le type d'application sur lesquelles que l'on veut passer dans le cloud, en parlant un petit peu des spécificités de la partie EPM. Et notamment, la première étape, ça va être lorsque je vais devoir choisir le type de machine, ce qu'on appelle les flavors, en fonction de la nature de la machine que j'ai envie d'exécuter. Par exemple, si je suis sur une machine de type ce qu'on appelle EPM Web, c'est là où on va retrouver tous les services web logiques. Donc dans le cadre, on aura du Analytics Provider Services, donc la partie APS pour toute la partie qui se connecte à SmartView, ou les APS bases, toute la partie EAS, les applications planning, la partie web d'HFM, etc. Donc tous ces services-là, ce que l'on propose, c'est de choisir parmi les trois catégories ici de CS proposées par Orange, donc soit du général ou du computing 2 ou du memory optimized. Alors la différence entre ces trois premières-là, donc general purpose, c'est qu'on est à peu près équilibré entre la puissance de CPU et la quantité de RAM que l'on va pouvoir avoir. Sur la partie computing 2, on va avoir du CPU un peu plus puissant si on a besoin. Et sur la partie memory optimized, c'est la partie, cette fois-ci mémoire, qui sera avantagée. Donc sur la partie EPM web, c'est ce qu'on préconise. Sur la partie moteur HFM, donc typiquement là, on fait référence vraiment aux services back-end de HFM, donc là où se retrouvent les XFM data source. Donc là, on préconise exclusivement de regarder du côté des computing de type 2. D'accord, puisque là on est vraiment sur du traitement du calcul CPU. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller voir de cette catégorie-là. Après, c'est un intervalle en fonction de la volumétrie de vos applis, des types de calculs, etc. C'est à choisir avec Orange et avec toute l'offre de service et toute la partie conseil qui vous accompagnera pour choisir la meilleure instance adaptée. Et sur la partie moteur S-Base, là, on peut aller voir en fonction des traitements et des besoins qu'il peut y avoir, aussi bien côté Computing 2, mais on peut aller voir dans la catégorie Disk Intensive. Donc là, Disk Intensive, l'idée c'est que Orange vous fournit des machines avec un niveau d'IOPS garanti plus élevé que ce qu'on peut avoir sur les autres machines. D'accord. Et pour terminer, une catégorie qu'on n'utilisera pas nous, puisque la partie Oracle PM ne sollicite pas du tout cette partie-là, c'est des serveurs qui ont des capacités de calcul déportées sur GPU. Ensuite, une fois qu'on a défini nos différentes instances de machines, on a une question qui va se poser sur la partie base de données. Alors, un point très important, notamment sur la partie base de données, vous savez que Oracle PM est compatible soit pour stocker sur du SQL Server ou du Oracle.
Si on regarde ce qu'offre Orange aujourd'hui sur la partie RDS, donc c'est-à-dire que c'est une base de données qui est complètement managée par Orange, vous ne vous occupez pas du tout de l'installer, etc. Vous allez utiliser la base de données comme un service. Un service, donc vous ne vous occupez pas de toute la gestion, on va dire vraiment infra de la machine. On va utiliser vraiment le service fourni SQL Server. Donc, il n'y a que le service SQL Server qui est disponible parmi deux autres types. Donc, on a MySQL également et Postgres, mais pour la partie EPM, ça ne nous intéresse pas. Donc, si on veut partir sur du full RDS, on peut utiliser SQL Server. Et il faut également garder en tête que l'on n'a pas toute la partie SSIS et SSAS. Donc SSIS, c'est pour toute la partie job, intégration, mini ETL, on va dire, enfin, réaliser plein de tâches dans SQL Server. Et la partie SSAS, c'est la partie Analytics Services, donc c'est l'équivalent du cube dans SQL Server. Donc cette partie-là, elle n'est pas disponible dans la partie RDS. L'autre solution qu'il est possible d'envisager avec Orange, c'est de provisionner votre base de données sur un ECS classique, d'accord? Et donc vous apportez cette fois-ci votre propre licence et vous vous occupez de l'installer vous-même sur le serveur, et là vous pouvez avoir accès à toutes les fonctionnalités que vous souhaitez. Et donc nous, c'est ce qu'on recommande sur la partie HFM notamment, parce qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités, notamment le copie et l'import d'applications, qui vont nécessiter d'avoir accès à des droits vraiment étendus d'administration sur la partie base de données, qui n'est pas accessible en étant en RDS. D'accord. Si vous êtes sur une plateforme, on va dire, qui est exclusivement S-Base, avec besoin simplement d'utiliser pour un référentiel de stockage basique avec ES, APS, etc., là, on peut partir sans problème sur du SQL Server. Sur du HFM, pour le coup, vu qu'il y a beaucoup plus de traitements en base de données, et notamment cette fonctionnalité d'import d'application, là, on recommande de partir plutôt sur l'option de l'ECS. Juste une petite précision, Vas-y, vas-y. c'est Ouais. vraiment que pour HFM qu'on a cette limitation-là. Oui, tout à fait. Tous les autres composants de la stack EPM peuvent partir en RDS SQL Server sans aucun problème. Yes. Non, on continue à fouiller un peu et de détricoter toute notre architecture. On regarde les composants un par un. Donc là, on a vu déjà la partie où on a défini nos instances ECS. On a choisi le type de base de données, si on part sur du RDS ou pas. Se pose également la question du load balancing, c'est-à-dire vraiment comment est-ce qu'on va donner accès à notre plateforme aux utilisateurs finaux, puisque ça va être le point d'entrée de nos utilisateurs pour accéder à notre application. En termes de besoins, côté EPM, on a besoin de faire de l'affinité de session, on a besoin de gérer des VIP, on va avoir besoin de gérer la partie SSL, on a besoin de faire de la compression de données niveau 7, on va avoir besoin également de faire du cache, et on va éventuellement également avoir besoin de faire du web SSO. Pour faire tout ça, il va être possible d'utiliser deux types de load balancer fournis par Orange. Donc là, c'est en tant que service, hein, pareil, un peu comme le même principe que RDS. Hein, c'est vraiment un service que vous allez sélectionner dans la console. Il n'y a pas de CS, il n'y a pas de volumétrie, quoi que ce soit de sizing à choisir. Hein, vous choisissez juste votre load balancer. Donc il y en a deux principaux qui existent aujourd'hui. Il y a le classique load balancer et le Elastic Load Balancer. Le Elastic Load Balancer va être beaucoup plus, on va dire, riche en fonctionnalités. Il va offrir beaucoup plus de possibilités, et notamment sur la partie redirection par domaine et d'autres fonctionnalités que n'offre pas le classique Load Balancer. D'accord. Donc si on est vraiment sur un besoin très restreint, on peut rester sur du classique Load Balancer. Dès qu'on va vouloir commencer à adresser l'ensemble des besoins que je vous ai cités juste avant, la question peut se poser, et rapidement le choix va se porter sur le Elastic Load Balancer. Ok, très bien. Donc maintenant, on arrive à accéder à notre plateforme. On a nos instances qui sont capables de délivrer les différents services. On a notre base de données qui héberge nos données. Comment faire pour accéder à nos fichiers partagés? Puisque vous savez que sur la partie EPM, on va avoir besoin d'un système de partage pour les différents composants qui sont listés ici. Alors le premier pour LCM, Lifecycle Management. Donc typiquement, quand vous êtes sur l'interface LCM, lorsque vous allez jouer avec les artefacts, les importer, les exporter, il faut absolument que les différentes applications web LCM, elles aient tout accès au même système de fichiers. Pour ça, vous avez besoin d'un système partagé. Pareil pour FDME, toute la partie import-export, elle a besoin d'être partagée sur un système de fichiers commun. Le repo de la partie RAF.
Et après, on va dire plus anecdotiquement, puisque là, la première partie LCM, FDM, RMO, c'est vraiment pour l'exploitation courante, hein, vous en avez, il y en a vraiment besoin au quotidien. Après, il va y avoir besoin également pour les sources PM et toute la partie binaire pour pouvoir partager les sources rapidement. Et également la conf OHS, si vous souhaitez la partager entre les différentes instances que vous aurez déployées. Pour cela, il y a plusieurs manières de faire. Donc en général, ce qui s'est fait le plus classiquement, c'est qu'on prend un serveur ECS qui va être dédié réellement au partage de fichiers. Donc il ne fera rien d'autre que mettre à disposition un certain nombre de partages de dossiers partagés avec la sécurité adéquate pour que chacun des services, en tout cas chacun des services déployés sur les différents ECS ait accès à ces fichiers-là. Après, donc là, côté Orange, ça se traduit par utiliser en fait EVS. Donc c'est la partie qui va stocker les données. C'est le nom en fait pour les disques qui sont utilisés sur la partie ECS. Vous pouvez également aller un peu plus loin sur cette partie-là et utiliser du stockage dédié. Donc ça s'appelle DSS. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter la vie avec toute la partie ECS, vous pouvez utiliser un partage, un NAS directement sous forme de service. Et là, chez Orange, nous appelons ça du Scalable File Service, SFS. Donc là, on est arrivé, on a vu un peu les différents impacts qu'avait le fait de passer sur la partie IaaS, les différents composants qu'il fallait choisir dans l'offre Orange pour se retrouver complètement euh, autonome sur cette partie-là. Maintenant, voyons un petit peu ensemble les impacts qu'on va avoir sur les différentes procédures d'exploitation, les différentes tâches de run pour utiliser votre plateforme. Le premier point va se poser la question de la supervision. Donc aujourd'hui, sur une plateforme PM, comme à peu près n'importe quel type de plateforme, on a besoin de superviser tout ce qui est service et processus, d'accord, de vérifier l'état de disponibilité des URL. Déjà, basiquement, est-ce que ça répond aux 200 ou est-ce que c'est un autre code d'erreur. Vérifier également la consommation CPU mémoire, voilà, les deux principales. Et bien sûr, pour la partie qui est gourmande en utilisation disque, donc notamment SBase, quel est l'usage des disques. Pour faire ça, il va y avoir deux manières de faire. Enfin, d'habitude, ce qu'on dit, c'est que vous pouvez, si vous étiez on-premise ou que vous passez sur la partie cloud, vous pouvez continuer à installer votre outil de supervision classique. Vous pouvez installer l'agent qui correspond à l'outil de supervision que vous avez, soit un agent on va dire legacy, style Nagios, Centreon, etc., ou ou comment ça s'appelle, des outils de supervision un peu plus récents, un peu plus qui fonctionnent même en mode de service, hein, genre Datadog, etc. Ou alors, avec Orange, vous avez un service qui est complètement intégré, qui s'appelle Cloud Eye, qui est automatiquement activé pour l'ensemble de vos ressources. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous instanciez une ECS, vous instanciez un load balancer, etc., il sera monitoré dans la partie Cloud Eye. Et il vous donnera l'ensemble des métriques que je vous ai indiquées ici. Il est tout à fait possible de le customiser. Et vous pouvez en plus le combiner avec une partie, ce qu'on appelle l'autoscaling. Donc c'est ce à quoi je faisais référence un peu plus tôt dans la présentation. C'est-à-dire, admettons, vous avez en frontal, on va dire, uniquement deux services web, enfin, deux ECS qui font la partie EPM Web. Il se trouve que les deux EPM Web, vu le trafic utilisateur, ils montent à 90% sur les deux ECS. Eh bien, avec des règles posées de manière adéquate, vous avez la capacité d'instancier un nouvel ECS pour pouvoir augmenter la capacité temporairement de votre plateforme. Et pour terminer, vous pouvez également aller plus loin dans l'analyse des logs. Et là, c'est un autre service qu'il faut utiliser qui s'appelle Log Tank Service et qui est capable d'ingérer à peu près n'importe quel type de log. Donc après, il y a un petit peu de config hein, pour bien sûr en retirer une analyse pertinente. Mais ce service-là vous permet d'ingérer à peu près n'importe quel type de log pour surveiller est-ce qu'il y a des erreurs, quel type d'erreur, la quantité, etc. Une fois qu'on est capable de superviser, on a également besoin de fournir une sauvegarde. En termes de sauvegarde, côté EPM, vous allez avoir besoin principalement de sauvegarder tout ce qui est en base de données. Ça, quelle que soit la répartition de vos services, les bases de données sont à sauvegarder.
notamment toute la partie fondation qui contient le registre PM, la partie planning, puisque vous allez avoir toute la définition de vos différentes applications qui seront stockées en base de données relationnelle. Vous avez également la partie bien sûr HFM, puisque c'est là que toutes les données sont sauvegardées côté HFM, et FDME. Également, vous avez tout l'historique qui sera stocké en base de données. Côté SBase, bien sûr, là, vous n'avez pas de stockage en base de données à proprement parler, puisque c'est un système spécifique où ce sont des fichiers plats, donc les fameux points, notamment .pag, .ind. Vous avez également la partie BI avec le dossier RM1 à sauvegarder. Alors côté FDME, c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait la base de données, mais il y a également la partie fichier plat à récupérer. L'inventaire Oracle, lui, forcément, effectivement, il est stocké que en fichier plat, et puis tous les dossiers Oracle. Et puis après, on peut également sauvegarder le serveur. On peut avoir besoin de sauvegarder le serveur lui-même. Donc pour faire ça, un peu comme l'outil de supervision, vous avez la possibilité de faire soit utiliser un agent avec un outil de backup que vous avez l'habitude d'utiliser, il n'y a pas de souci, on peut continuer à faire comme ça. Vous pouvez avoir également vos propres procédures de backup custom avec des scripts qui tournent un peu dans tous les sens, il n'y a aucun problème. Ou alors, on peut également utiliser un service fourni par Orange qui vous permet de sauvegarder l'ensemble de vos ECS en quelques clics. Et vous pouvez planifier les différentes tâches, définir la rétention, etc. Donc ça, ce service-là, il va s'appeler Cloud Server Backup Service. Et également pour la partie vraiment disque, donc si vous voulez sauvegarder que les EVS, on peut également sauvegarder que cette partie-là. En termes de DRP, donc là, ça ne va pas être la même chose que les backups, c'est vraiment pour en cas de problème rencontré. Quelles sont les options qui peuvent s'offrir à vous? Comment est-ce que vous pouvez gérer cet incident qui se produit et comment y remédier? Donc là, il est possible de faire, là c'est ce qu'on décrit ici, la procédure on va dire la plus simple, ça va être simplement de faire un backup quotidien ou hebdomadaire de vos ECS et de les stocker ailleurs, histoire de les avoir sous la main au cas où il y ait un problème et que la plateforme tombe. Bien sûr, après, on peut donc continuer avec toute la partie, on va dire, procédure simple, développer quelques petits scripts qui vont faire également la partie backup de base de données, faire quelques scripts qui vont également faire les exports LCM nécessaires quotidiennement, pareil, copier les fichiers SBase, faire les exports SBase qui sont nécessaires de faire, etc. Et stocker ça, pourquoi pas, sur la partie OBS notamment, puisqu'après cette partie-là, vous êtes garanti qu'elle est sauvegardée et vous pourrez retrouver votre donnée. Ça, c'est la partie, on va dire, c'est la méthode la plus simple, effectivement. Peut-être pas forcément la moins chère, ça dépendra après la taille de la plateforme et la complexité. Ou sinon, dans le même principe, puisqu'on est dans le cloud, on a également un service qui nous permet de faire ce genre de choses et d'automatiser toute cette étape-là que je viens de vous décrire ici via un service qui s'appelle SDRS et qui va permettre de vous répliquer, on va dire de manière transparente, les différents EVS pour redémarrer des ECS. Donc là, c'est ce que vous explique le schéma en bas à droite. Donc par exemple, on est dans une AZ ici, donc dans un data center avec une ECS ici active, rattaché à un EVS, donc c'est vraiment le disque qui héberge les données nécessaires au fonctionnement de l'ECS. Et SDRS par-dessus va vous permettre de synchroniser directement cette EVS-là, en ayant au préalable une copie, on va dire, des specs de l'ECS qui est là, qui est ici en mode dormant. Et si jamais il y a besoin de basculer, que le data center rencontre un souci de ce côté-là, SDRS mettra directement online la partie ECS qui est dormante, qui sera elle-même directement rattachée à un EVS qui est à jour, et vous pourrez continuer votre activité sans souci. Alors après, là, quelques petits schémas d'exemple pour vous montrer les différents cas d'usage. Alors normalement, il y a un autre schéma qui apparaît. Ah oui, voilà. Donc là, c'est différents scénarios qui peuvent être envisagés dans le cadre où vous êtes sur une seule AZ ou sur plusieurs AZ avec une AZ dédiée. Et donc, si vous voulez faire juste un simple DRP, donc à gauche, c'est vraiment le DRP le plus simple.
avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le schéma que je vous présentais, où tout le VPC ici a été reproduit à l'identique et est en attente, et donc relié à l'EVS ici en cas en cas de problème sur la ZA de ce côté-là. Ici, de l'autre côté, alors là on mixe un peu les deux. On est capable du coup d'avoir, de mixer un peu toutes les offres, hein, que je vous ai citées auparavant, avec on a de base notre infrastructure qui est répartie sur 2 data centers différentes, d'accord? Donc c'est ce qu'on vous disait aussi au tout début, hein, les VPC peuvent être cross AZ, c'est tout l'intérêt. Donc là vous avez toute votre infra qui est répartie et qui est gérée, le load balancer est géré par les fameux Elastic Load Balancer dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a la partie shared disk ici qui est gérée également par la partie SFS et qui est cross AZ. Et donc là, on a le failover, et en cas de problème, le même mécanisme qu'à gauche, hein, on a reproduit à l'identique. Alors là, par contre, vu qu'on sera en mode dégradé, on sera plus que sur une seule AZ, mais avec l'ensemble des services qui ont été pré-paramétrés et reliés au même EVS qui sera à jour. Voilà. Ça vous permet vraiment d'avoir une reprise d'activité rapide et la plus transparente possible. Une petite flèche. Et là, c'est dans le cas où on est carrément sur plusieurs régions. Donc là, vous avez à gauche vraiment la région 1. Donc admettons, on se retrouve en France, on est à gauche ici. On reprend le schéma de tout à l'heure avec notre failover sur 2 AZ. Donc par exemple, un data center qui est proche Paris, puis un autre un peu plus loin. Et à droite, admettons, on se met par exemple en Allemagne ici pour le DAP, et on a provisionné à l'identique sur plusieurs AZ, si la région l'offre bien sûr, hein, ce qu'on avait sur la région active, et le même mécanisme sera capable de prendre en charge la réplication des EVS et de mettre en ligne la deuxième région en cas de rupture de service de la première région. J'ai fait à peu près le tour. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé forcément au début, hein, mais par rapport à tout ce qu'on présente, hein, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat prévu à cet effet. Au fur et à mesure, on y reprendra vraiment à la fin de la présentation. Donc là, on a fait le tour de l'ensemble des impacts qu'on peut avoir sur notre procédure d'exploitation. Comment est-ce que ça se passe pour superviser, faire des backups, aller plus loin et faire carrément mettre en place un DRP sans problème. Maintenant, une fois qu'on a tout ça, on va peut-être avoir envie également d'optimiser un petit peu le fonctionnement de notre plateforme. Et ce qu'on a vu principalement, c'est une optimisation, bien sûr, des coûts, puisque ça va permettre vraiment, lorsque vous allez profiter de tous les services, hein, c'est ce que je vous disais au départ, profiter vraiment le plus intelligemment possible de tous les services offerts, de les combiner, va vous permettre d'optimiser vos coûts, tout simplement. Et en plus de ça, donc là, ça c'est vraiment l'aspect financier, vous allez également avoir un confort finalement côté utilisateur, et côté administration, puisque vous allez rendre au maximum. Après, on va voir dans quelles limites, hein, bien sûr. Il va y avoir quand même certaines limites aujourd'hui que l'on rencontre et que l'on verra comment on peut adresser. Mais en tout cas, essayez d'aller le plus proche possible de cette notion d'élasticité de votre plateforme, c'est-à-dire être capable de modifier le sizing de votre plateforme et d'être le plus résilient possible aux différentes pannes que vous pourrez rencontrer. Donc en termes d'optimisation de coûts, ce qu'on propose, par exemple ici, en fonction des périodes métiers. C'est-à-dire que vous, par exemple, sur un mois, on va dire un mois calendaire, hein, il y a une première période qu'on identifie en mode au rouge, c'est-à-dire que les 4-5 premiers jours, il y a de la saisie qui est demandée des utilisateurs, il y a pas mal de calculs qui est demandé effectivement pour ensuite valider les saisies, etc. Et puis après, on va se retrouver finalement sur la deuxième semaine, donc la zone orange, sur une zone où on a les quelques retardataires qui continuent à l'utiliser, mais l'intensité d'usage est moindre. Et finalement, après les 2 dernières semaines, on se retrouve en très faible activité puisque le calendrier métier ne nécessite plus de connexion à l'application. Et bien donc l'intérêt de se baser sur ce genre de planning-là et de caler le sizing de la plateforme, c'est que finalement vous allez avoir un budget, vous allez pouvoir optimiser votre allocation de ressources en fonction de ce calendrier-là, et donc nécessiter plus de ressources, donc on va dire avoir une facture plus importante en début de mois puisque vous réserverez plus de ressources, et puis en fin de mois, vous allez réduire la taille de la plateforme, donc forcément vous allez pouvoir réduire la taille de la facture.
Alors là, un petit schéma qui vous illustre ce que je viens de vous expliquer. Donc là, par exemple, on est à gauche, en zone rouge, on a une plateforme qui est plutôt conséquente, hein. On a 4 serveurs web en frontal. On a toujours notre serveur fondation qui est ici présent pour les quelques services, toute la partie SPUF. En dessous, on a un serveur SBase pour, on va dire, toutes les applis historiques, un serveur SBase pour les applis actuellement en cours d'usage, et un cluster HFM en plus connecté de 3 serveurs. Une fois qu'on a passé cette zone rouge-là, en zone orange, eh ben, on propose de se dire, eh ben, c'est pas de souci, on a besoin de moins de puissance, on va éteindre un des web, on va éteindre un des clusters HFM. Et là déjà, on enlève 2 ECS à la partie facturation. Et alors encore mieux, en fin de mois, lorsqu'on se dit, ok, ben là, il y a vraiment quasiment plus besoin que la plateforme soit, on va dire, puissante pour accueillir beaucoup d'utilisateurs. Là, en période verte, on va dire qu'il n'y a que les administrateurs qui vont se connecter, hein. Eh bien, là, on réduit carrément à un seul web, ici, de ce côté-là. Côté SBase, on enlève carrément le serveur SBase, enfin, on l'enlève, on l'éteint. Et côté cluster HFM, on éteint également le dernier, pour en laisser qu'un seul. Et en faisant ça, et donc ça après vous pouvez bien sûr l'automatiser, hein, il n'y a aucun souci, hein, c'est pas une opération manuelle hein, où vous allez demander à l'administrateur IT de faire les manips. Vous allez pouvoir automatiser cette partie-là et en fonction des périodes, modifier l'infra et chaque mois refaire la même opération. Alors, je vais aller un peu plus, je déroule tous les slides parce que je crois que je suis un peu juste en termes de timing. En termes d'impact, alors voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, ce qu'on vous présente, ce qu'on est possible de faire, éteindre, rallumer des machines, mais on aimerait même aller encore plus loin et carrément construire et faire évoluer toute la plateforme on va dire de manière le plus autonome possible en fonction de la charge et des besoins utilisateurs. Le souci qu'on rencontre aujourd'hui pour faire ça avec la partie EPM, c'est un SPOF qui est le registre EPM, qui est stocké en base de données et qu'il est nécessaire de modifier lorsqu'à chaque fois il y a une opération il y a une modification sur l'infrastructure. Si vous rajoutez un serveur, que vous en enlevez un, vous rajoutez même un module, hein, parce qu'on pourrait très bien se dire que là je vous ai parlé à chaque fois de rajouter un serveur, mais on peut également se dire je veux juste rajouter un nouveau service web sur un autre serveur et puis des fois l'enlever. Enfin voilà, il peut y avoir différents besoins, on n'est pas obligé à chaque fois de se dire on rajoute un ECS ou on l'enlève. Donc pour faire tout ça, ça veut dire manipuler de manière programmatique le registre PM. Donc ça c'est quelque chose qui est pas forcément ultra simple et c'est l'un des des points qu'il faut que Oracle continue d'adresser pour rendre le plus possible cloud native toute la suite EPM, pour qu'on soit capable vraiment de piloter et de down ou upscale la plateforme très facilement. L'autre partie que l'on peut envisager également, c'est pour l'utilisation d'une installation silencieuse. C'est-à-dire qu'on peut vraiment déjà automatiser toute la partie installation. Il faut quand même remplir un certain nombre de paramètres au départ, qui peuvent également être définis de manière automatique. Donc ça, c'est des choses qu'il est possible de faire. Après, il faut voir combien de temps ça prend, etc. Et là, ça reste du travail en amont, mais après, vous gagnez forcément ensuite en maintenance derrière, quoi. C'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est aussi ça, tout l'idée derrière la partie rendre cloud les applications, cloud native, c'est qu'il y a effectivement un peu plus de travail en amont, c'est-à-dire vraiment penser le système pour qu'il soit le plus cloud-friendly possible, pour ensuite, après, être beaucoup plus simple à administrer et à gérer au quotidien. Et donc après, on est en train d'étudier d'autres options qu'on a mis un peu en bas en dessous. Pourquoi pas vous proposer des images EPM déjà toutes prêtes, ou les héberger dans des instances Docker, etc. Et j'arrive sur la fin. Je vais peut-être te rendre la main, Christian, ou tu veux... Ouais, d'accord. Ok. Donc rapidement pour terminer, donc les principaux facteurs clés de succès autour de ces migrations des plateformes Oracle EPM on-premise vers le cloud, c'est d'abord, comme on l'a dit, de suivre une méthodologie projet qui soit rigoureuse et surtout ne pas occulter ou ne pas oublier cette partie d'interconnexion avec vos cœurs réseau et le réseau d'Orange, le Flexible Engine. Donc, autant que possible, anticipez ça, puisque pour que le projet, et vous le connaissez, vous le savez, vos utilisateurs sont particulièrement attentifs à tout ça, pour que le projet soit un succès,
il faut qu'il y ait une adhésion côté utilisateur. Donc, on a beau avoir des super performances côté serveur, si on a un réseau qui a mal été conçu, enfin, quand je dis un réseau, c'est une façon, mais si on a choisi une interconnexion qui n'est pas suffisamment adaptée aux besoins des utilisateurs, c'est un petit peu dommage. Donc, il faut autant que possible bien préparer cette partie-là pour pouvoir avoir un maximum de retours positifs de la part de l'utilisateur. Ensuite, il y a toute la partie gestion de la sécurité au travers de comment on fait le découpage en account, en tenant, mais aussi autour de la partie réseau et des VPC et du VPC pairing. Donc ça, ce sont des éléments pardon, qui sont importants dans la gestion de la sécurité et d'accès pour pouvoir réaliser de l'auditing également, puisque vous serez en capacité, à travers de toutes ces couches-là, de produire un certain nombre de notifications et logs pour auditer et émettre des rapports d'accessibilité aux plateformes. Enfin, le respect du projet, de la méthodologie, lift and shift, tout simplement pour garantir un projet de migration vers le cloud de façon la plus rapide possible, et puis le shift pour optimiser. Donc ça, c'est très important, l'optimisation. C'est là où on a les gains les plus importants. Nous, on observe en moyenne 50% de la diminution du coût par la suite, ce qui est un avantage significatif par rapport à une gestion classique que l'on peut avoir en interne. Et enfin, ce qui est très très important, c'est qu'au niveau des compétences, c'est pas parce que vous allez dans le cloud que vous n'avez plus besoin de votre IT interne. Bien au contraire, c'est elle qui va être garante du maintien en conditions opérationnelles de votre plateforme. Ce qui est important, c'est que son métier va changer et elle doit être parfaitement formée sur les technologies du provider cloud et notamment de Flexible Engine que vous allez proposer. Donc, ce qu'on vous incite à réaliser, c'est de former vos utilisateurs, vos partenaires IT, pour qu'ils puissent prendre la connaissance de Flexible Engine et ensuite, eux, en maintien en conditions opérationnelles, vont pouvoir vous proposer et vous projeter votre plateforme de façon plus native et intégrée à Flexible Engine. C'est eux et eux seuls qui sont capables de le faire. Donc, aller dans le IaaS, ça ne veut pas dire j'abandonne mon IT, bien au contraire, on l'intègre dans le projet et on a besoin d'eux tout au long du projet. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il est important de se faire accompagner dans ces projets par des partenaires qui ont déjà réalisé ce type de migration et qui ont une parfaite connaissance EPM, mais également de la solution OBS, donc Flexible Engine. Les deux sont importants pour pouvoir accompagner efficacement votre IT également. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc, on a déjà eu une première question autour de la certification et de l'auditing. Donc, on est sur le IAS, la certification autour de IAS 3402. Donc, cette question concerne, si je ne me trompe pas, la possibilité d'auditer à la fois les accès, le fonctionnement, mais également les process métiers. Donc, la réponse proposée par M. Bianchi, si tu veux, Emmanuel, répondre, il n'y a pas de souci. Tu peux prendre la main. Oui, bonjour, je vais peut-être laisser Ahmed, mais donc, nous, on a tout un tas de certifications. Donc, voilà, donc, comme le disait Ahmed, on est supporté par des data centers dans le monde entier. Et on a tout un tas de niveaux de certification, dont celle-là, la IAS 3102. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, on est sur différents data centers et ce sont nos data centers qui sont certifiés à la fois aussi Flexible Engine, donc ISO 27001, la suite ISO 27000 et puis ISAE 3402. Et donc en cas d'audit, on peut se faire auditer bien sûr. C'est possible. Une autre question concerne souvent l'impact des licences EPM quand on migre vers des solutions cloud IaaS. Alors, ça va dépendre aujourd'hui des licences que vous avez au niveau EPM. Soyons clairs, le plus simple, le plus flexible, le plus avantageux dans le temps est d'être en utilisateur nommé Oracle EPM. Si vous êtes en
licence CPU, Oracle va vous imposer des conversions qui sera à votre désavantage. Et si vous allez dans le cloud Oracle en profite pour vous convertir de l'utilisateur nommé à un équivalent au CPU, Oracle CPU. Donc à un moment donné, vous allez perdre cette flexibilité-là parce que le fait de rester en utilisateur nommé vous permet d'aller dans n'importe quel provider de cloud du monde, que ce soit dans vos propres data centers ou chez n'importe qui. Donc, soyez attentif à cette partie licence. Si vous êtes un utilisateur nommé, vous avez zéro impact licence. Le point de vigilance que l'on aura, c'est ce qu'évoquait Gaël sur la partie SQL Server en fonction des besoins. Si vous avez une plateforme HFM et que vous avez besoin d'utiliser les fonctionnalités de copie application par les link serveurs au sein de SQL Server, on aura des fonctionnalités attendues avancées et de ce fait, on aura besoin de licences complémentaires côté Microsoft. Mais côté EPM, si vous êtes en utilisateur nommé, c'est parfait. Vous n'aurez pas d'impact. Une autre question, peut-être? Est-ce qu'on peut parler, Emmanuel, un petit peu de la partie les réticences que l'on rencontre franco-français? Bah, en fin de compte, ouais, c'est intéressant de voir que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a un savoir-faire Orange, mais on a du mal à le faire savoir. Et, et sur notre plateforme de cloud public, on n'a rien à envier aux hyperscalers américains. Mais je dirais rien à envier. Peut-être qu'ils sont un peu en avance sur certains types de services. Nous, on rattrapera toujours peut-être pas trop tard, mais on essaiera, en fonction de toutes les équipes de développement et de tous nos partenaires, d'enrichir cette plateforme de cloud public. Mais ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il y a, je dirais, de la part d'entreprises françaises et européennes, un recentrage en se disant pourquoi pas choisir des hébergeurs, des solutions IaaS de cloud public à dimension française, à dimension européenne. Et on le voit avec la perspective, alors c'est qu'un projet européen, le projet Gaia X, c'est essayer de proposer une plateforme collaborative IaaS avec des services, même avec les hyperscalers américains, mais où les Européens auront la mainmise sur cette plateforme. Et donc Orange en fait partie. Donc Orange Cloud for Business, dont je fais partie, sont un des instigateurs de ce projet-là. Voilà, mais aujourd'hui, nous, on voit une espèce d'appétence vis-à-vis de notre cloud en se disant, voilà, il y a des solutions françaises qui n'ont rien à envier avec les solutions étrangères, principalement américaines, et qui peuvent apporter déjà de la sécurité, puisque toute cette plateforme est sécurisée par Orange Cyberdéfense, et aussi qui apporte une flexibilité de contractualisation, parce que en fait, notre plateforme, nous sommes une société de droit français, donc le contrat est soumis aux règles de droit français, et on est un peu plus souple que nos amis anglo-saxons pour modifier nos termes contractuels. Voilà. Oui, c'est un élément qui paraît être important de souligner, c'est effectivement Orange est de droit français, pleinement soumis également à la réglementation européenne de l'Union européenne. Donc on a ici un provider de cloud qui est parfaitement sensibilisé à la réglementation, ce que un Américain ne fera pas forcément, le fera d'un point de vue contractuel, on va dire, mais je ne suis pas certain que dans le temps, il le fera vraiment, et s'il a envie de regarder vos données et de les communiquer aux instances américaines, il le fera, parce que c'est la réglementation américaine qui va dominer et qui va prévaloir. Donc c'est aussi pour cette raison qu'on a voulu aussi mettre en avant Orange
Orange Business Service et sa solution Flexible Engine. Nous avons déjà, à titre personnel Quartz Insight, migré tous nos serveurs de développement dessus, nos instances de test, etc. Et on se rend compte que les performances, effectivement, on n'a rien à envier. Alors, moi, si je peux rajouter quelque chose, Christian, c'est que, voilà, si des personnes sont intéressées au même titre qu'une autre plateforme de cloud public, nous, on permet d'avoir des environnements de test, donc de prendre en main cette plateforme, d'être accompagné par des cloud coach, pardon, j'ai du mal à le prononcer, tout cela gratuitement. Donc voilà, donc, vous pouvez vous rapprocher de Quartz ou bien directement d'Orange. Et puis voilà, nous, on sera un plaisir de vous ouvrir un compte de test, de vous accompagner pour que vous puissiez regarder un peu, peut-être pour d'autres projets qu'un projet EPM, mais de regarder comment la plateforme peut répondre à vos besoins. Alors, je vois qu'il y a deux autres questions là qui ont popé. Il y a une première question sur l'aide à la construction de la landing zone. En gros, est-ce qu'Orange accompagne pour créer toute cette partie multi-account? Je peux te laisser répondre si tu veux, Ahmed. Bonjour, moi Ahmed Lassini. En fait, ma question c'était plus à Gaël. En fait, c'est pas forcément dédié à, c'est pas une question à Orange. C'est plus une question à Gaël. C'est supposons qu'on a un client qui, par exemple, qui est nouveau sur Orange, qui n'a pas forcément, parce que pour aller vers le cloud, on a un certain nombre de règles à définir sur l'usage du cloud. C'est comment j'utilise mes VPC, comment est-ce que je boucle mes adresses, comment, etc. La question, c'est juste, est-ce que ça, c'est supposé être un prérequis, c'est-à-dire il y a une équipe cloud interne qui va déjà préparer cet environnement et la suite EPM suppose que tout ça, c'est un prérequis, ou est-ce qu'il y a, on va dire, un accompagnement pour justement builder cette landing zone pour rester, on va dire, des prérequis Oracle, etc. Pardon, j'étais en mute, excusez-moi, juste avant. Pour répondre, Gaël, de notre côté, en tout cas, nous, côté architecture, on est là pour vous accompagner sur tous les… on va dire, il n'y a pas de prérequis techniques à avoir côté cloud, parce qu'on est aussi là pour vous accompagner. Donc, on prend très bien on a des clients qui sont complètement autonomes sur la partie cloud et d'autres qui n'y connaissent pas grand-chose, en tout cas sur Flexible Engine. Donc, on est là pour accompagner. Et en plus de ça, on a aussi des cloud coachs qui sont là pour intervenir, pour vous aider 1 heure, 2 heures, des journées entières, pour vous donner les best practices, chez nous en tout cas. Donc en fait, les différents modes sont possibles, quoi. Voilà. C'est ça, en fait. C'est vrai que si vous avez déjà une appétence pour la partie, vous avez déjà une équipe qui est sensibilisée à l'administration, à la gestion du cloud, c'est encore mieux, quoi. Mais si c'est pas le cas, tout à fait possible de le mettre en place ensemble. Et il y avait une autre question aussi de Mohamed, une deuxième sur la partie compatibilité avec Terraform. Oui. Oui, tout à fait. De toute façon, en fait, tout ce qui est derrière, notamment, c'est OpenStack qui est utilisé et c'est compatible avec toute la partie scripting Terraform. Il n'y a pas de souci, quoi. Complètement. Et sur le site officiel de Terraform, vous allez retrouver une section Flexible Engine qui vous permettra de récupérer les bons codes, les bons bouts de code. Quand je réponds également à la question pour le partage, hein, évidemment, la présentation, la vidéo sera partagée sur notre site web, dans la section des événements. Donc ça, c'est Ludovic de notre côté qui le fera. On vous tiendra informé dès que ce sera disponible. Et si vous voulez la présentation au format PDF de ce que nous avons présenté, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email, comme ça on vous le transfère par mail. Bien, on a déjà dépassé un petit peu presque de 10 minutes. Si vous avez plus de questions particulières, est-ce qu'il y a des points importants de vigilance que vous souhaitez soulever, Emmanuel, Ahmed, est-ce qu'il y a des points que vous voudrez insister? Non, de notre côté, nous, on voulait préciser qu'on est très très heureux du côté Orange Business Service de trouver des professionnels comme Quartz Insight. Donc, c'était juste pour vous remercier parce que c'est un peu le premier exercice qu'on fait ensemble et
Et je pense que nos interlocuteurs, même chez Orange, là, qui vous écoutaient avec moi, vous ont trouvé très performant. Voilà, donc je voudrais vous féliciter. Merci Emmanuel. Merci. Bon, mais écoutez, on va clôturer sur ce point. Sachez que moi, je vais réinsister sur un point qui est purement Oracle EPM, on-prem. C'est version supportée maintenant jusqu'en 2031 de la visibilité. Oracle n'en parle pas. Les parties commerciales n'en parlent pas. Ils ne parlent que de leur cloud. C'est un point. Nous, on parle de ce qui nous intéresse, c'est ce qui est déployé chez vous. Et ce sont vos attentes. Et cette version Oracle EPM on-prem est tout à fait adaptable à des solutions cloud telles que le propose Flexible Engine. Donc, si vous avez une volonté de moderniser, de flexibiliser votre infrastructure et de la rendre encore plus dynamique, plus rapide à changer, à évoluer et bénéficier des nouvelles couches d'infrastructure, cette solution Oracle on-prem, la version actuelle 11.1.2.4 comme la version 11.2.1 que nous avons testée avec 2 projets successful en prod aujourd'hui, nous n'avons aucun retour négatif pour le passage dans du cloud, donc dans du cloud de type IaaS. Donc n'hésitez pas à vous projeter, n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera heureux de vous accompagner et nous serons heureux de vous faire profiter des solutions Flexible Engine. Merci à tout le monde. À très bientôt. Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions par email. Merci à tous. Et à bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.